Année 79, avec deux séries d'enregistrements qui nous sont restés sur des cassettes audio. Le premier congrès de Genève, du mois de septembre 79, et un congrès qui eut lieu à Paris en décembre 79, et qui d'ailleurs fut le dernier congrès que le MAU organisa à Paris jusqu'en 1987. Donc le dernier congrès de Paris, 79, et après tous les autres congrès jusqu'en 89, 87, 89 seront tenus en province ou à l'étranger. Alors ce congrès réuni fut un congrès international tout important, tout comparable à celui de Saint-Maximin, je dirais, avec d'ailleurs des intervenants qui sont les mêmes parfois. Et nous allons donc vous donner une heure d'enregistrement, d'extrait d'enregistrement. Nous allons commencer avec Robert Guirand, alias Georges de Villefranche, qui demeurait pas très loin de Genève. Et voilà donc une de ses interventions au congrès de septembre. Alors cette notion de but, maintenant, nous allons nous tourner vers les constellations, parce que le symbolisme d'un chiffre, d'un signe, est déjà indiqué par la forme de sa constellation. La constellation n'a pas de forme, ce sont des gens, des anciens, qui les ont dessinées en passant des lignes imaginaires entre des étoiles qui parfois sont fort éloignées les unes des autres, on n'est pas dans le même plan. Et il y a quelque chose de très typique dans le Sagittaire. C'est pas tellement le Sagittaire lui-même, c'est l'étoile Altaïr qui se trouve au-dessus de sa tête, qui est la constellation de l'Oiseau. Et Sagittaire, c'est la flèche, hein. Sagittaire, ça veut dire la flèche. Donc le symbolisme de la constellation, c'est la flèche qui est tirée en direction de l'Oiseau, l'étoile Altaïr. Je n'ai pas de carte du ciel ici, je suis nul, mais si vous regardez votre carte du ciel, on espère plus bon astrologue, vous verrez où se trouve l'étoile Altaïr, qui est d'ailleurs dans le symbolisme du Sagittaire, cette notion d'oiseau, de l'aigle, donc, qui est sur la tête du Sagittaire, est extrêmement importante. Alors, ce symbolisme veut dire que le Sagittaire lance une flèche vers un but, qui est donc une action dirigée, et qu'ensuite il va ramasser cette flèche, il la lance vers un autre but. Vous voyez déjà comme ça se précise. L'oiseau et la flèche. Il va vers un but, il lance cette flèche, et il retourne dessus. Donc, nous avons un symbolisme général, un symbolisme de constellation. Maintenant, le symbolisme naturel. Alors le symbolisme naturel, c'est qu'évidemment, le Sagittaire, c'est quand même le mois de décembre à peu près, et automatiquement le sens du Sagittaire viendra à sa position dans le symbolisme naturel. Alors qu'est-ce que c'est que ce symbolisme naturel? D'abord, pour la nature, il faut voir le symbolisme dans la nature et le symbolisme dans l'action de l'homme dans la nature. Alors, on est juste avant le solstice d'hiver. Vous verrez toute l'iconographie sur le Sagittaire, pratiquement l'iconographie sur le Sagittaire, représente un homme qui a un fagot sur la tête, qui a une charge sur la tête, sur les épaules, et qui les rentre. C'est-à-dire, il rentre les fagots de façon à traverser l'hiver. Alors, dans ce symbolisme, on voit une chose, c'est que l'homme est chargé de fardeau. Alors déjà, vous voyez une idée du Sagittaire. Le Sagittaire est chargé de fardeaux inutiles. Nous verrons, parce que nous avons déjà vu le symbolisme du bateau, mais dans notre époque, c'est l'avion aussi. Hein. Et nous verrons, dans un symbolisme du Sagittaire, c'est l'avion trop lourd qui n'arrive pas à décoller parce qu'il a trop de bagages. Donc, les charges de l'homme qui rentre ses fagots pour l'hiver. Le fruit est déjà tombé depuis longtemps, il a pourri, et
et la semence du fruit est rentrée sous la terre. Vous voyez, il y a la période Yang, la période Jing a été finie, le fruit est tombé sur la terre, il a pourri, la semence rentre sur la terre. Elle est recaptée par la terre, et la terre va la faire mûrir pendant tout le voyage de la gestation. C'est-à-dire qu'on prépare le voyage de la traversée de l'hiver. On fait des réserves, et la semence va sur la terre. Et alors, pour ce qui est du symbolisme de l'homme, l'homme commence déjà à être à la veillée, c'est-à-dire que qu'est-ce que fait un homme pendant la veillée par les anciens temps, parce que tout symbolisme est perdu. L'homme se met au coin du feu et il se nourrit. Il se nourrit à la veillée. Et pourquoi? En attendant et en espérant le renouveau de l'hiver. L'attente du renouveau de l'aspiration. Vous voyez comme tout commence déjà à bien converger. Bien, alors maintenant, approchons-nous du symbolisme propre du 3 et du 4. Le 3 nous donne les niveaux, j'appelle les 3 niveaux du monde dans la tradition, comme le Sriloka, que dans ce tableau sont présentés comme ça, les 3 niveaux, vous voyez. Alors, le premier niveau s'appelle le niveau du passé. Ce sont tous les signes relatifs au passé dans le temps. Et pour ce qui est de l'espace, c'est l'espace intérieur, c'est le sous-sol. Non, je recommence. Il y a 2 espaces. Il y a l'espace naturel, alors ce sera le sous-sol, et pour l'homme, c'est ce qu'on appelle l'espace intime, l'espace intérieur. Alors ça représente l'espace intérieur, ou bien le sous-sol, ou le passé. Ça, c'est tout le premier niveau des 4 premiers signes. Le premier tiers, je veux dire. Ça, c'est un symbolisme qui n'est pas propre à l'astrologie, hein. C'est vraiment le symbolisme ésotérique de base, hein. Les 3 mondes. On retrouve dans le taoïsme, on retrouve dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. C'est le mât avec les trois étages. Le deuxième niveau, c'est le niveau du présent. Alors, le présent, c'est l'action active dans le monde. Sur l'espace, c'est la surface, là où on agit. Et pour l'espace de l'homme, c'est son environnement proche et immédiat, c'est ce qui l'entoure. Dans le symbolisme de l'Église, le sous-sol, c'est la crypte, c'est l'Église souterraine. Le présent, c'est la surface, là où se fait la cérémonie, le rituel. Et le troisième niveau, les 4 signes supérieurs, c'est tout ce qui concerne le futur, le désir, l'aspiration. Et au point de vue espace, c'est le ciel. Donc dans l'Église, c'est la coupole, la voûte étoilée. Et pour l'homme, c'est l'espace lointain et étranger. Alors vous sentez déjà que le Sagittaire est un des premiers signes qui nous fait rentrer dans l'espace lointain, l'espace étranger. Vous voyez, il y a 3 espaces. L'espace intérieur intime, l'espace immédiat et proche. Si on prend le premier, vous voyez, le signe du lion. Le lion est intéressé par la réalisation immédiate et les contacts il domine dans la sphère qui l'entoure immédiatement. Et le Sagittaire, qui est le premier du futur, est tout de suite en relation, aussi bien avec la mise en œuvre, avec le lointain, l'étranger. Hein? C'est ce qui est donc le lieu d'aspiration, et d'ailleurs on peut dire que c'est le lieu de la victoire, en fait. Tous les signes du futur sont des signes victorieux où les gens règnent d'une façon spirituelle, particulièrement sur le Capricorne. Mais ça, c'est les 3 étages. Et qui s'étagent horizontalement. Maintenant, verticalement, il y a les fameuses 4 colonnes qui sont les 4 éléments. Alors là, ce n'est plus un étage donc, de temps, c'est la façon dont l'énergie disponible se métamorphose. Vous voyez, la première colonne, c'est l'élément feu. Alors l'élément feu, c'est l'énergie en puissance, l'énergie pure. En fait, je ne rentre pas trop dans les détails, vous savez ça aussi très bien. La deuxième colonne, cette énergie s'est coagulée pour être matière et donc concentrée. C'est l'élément terre. Vous voyez, imaginez un caillou d'uranium, c'est rien du tout, vous pouvez faire la table, mais en fait c'est une onde atomique. C'est l'énergie geleuse.
cette énergie s'est dissoute dans l'élément air, c'est le Chauvet, elle se disperse. Et dans le dernier élément, l'énergie est complètement dissoute, évanouie, elle se repotentialise, elle revient à la potentialité pour l'élément feu, c'est la dissolution. Alors dans les maisons, ça c'est la maison des fins, ça c'est la maison des relations, ça c'est la maison des biens, et ça c'est la maison du pouvoir, des puissances, des possibilités. Parce que c'est exactement la chose pour les maisons. Hein. Remplacez les chiffres par les chiffres des maisons, vous avez jusqu'ici. Et puis de toute manière, vous êtes donné la parole à Michel Bétex, qui est le rédacteur en chef de Bizarre, et c'est bien entendu à la suite de l'article qui est paru sur le numéro spécial consacré aux étoiles que l'idée est venue de cette table ronde. Merci. Bien, alors je tiens à préciser une chose d'entrée, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Nous nous sommes trompés. Dans le sens que la position du zodiaque sur Genève ne représente donc pas un horoscope, mais simplement la position des signes par rapport à ce que l'on peut retrouver sur les lieux, sur le plan donc topographique, de ce que nous avions cherché. Alors, je vais faire peut-être un petit historique rapide de comment cette idée nous est venue. Monsieur Alain Stauffer, mon collaborateur, connaît M. Guéron, et à la suite d'une discussion chez ses parents, l'idée est venue de faire ça, et il nous a présenté disons, une esquisse du travail qui était à faire. Dans un premier temps, lorsque nous avons voulu positionner le centre de ce zodiaque, et nous avions choisi théoriquement la cathédrale qui est le lieu le meilleur, c'est-à-dire l'endroit où s'articule toute la vie de la cité, nous sommes aperçus immédiatement que, en mettant le bélier à l'est, les signes ne jouaient pas. Donc, premier travail, nous avons recherché les endroits qui pouvaient correspondre aux signes, et par tâtonnement, nous avons fait jouer notre zodiaque, bon, qui a abouti à faire glisser du côté de l'ouest notre centre dans le quartier des banques pour Genève. Bon, le milieu des affaires, c'est bien un petit peu ce que nous vivons maintenant. Et nous avons donc positionné, et ça tombe en plus de ça sur la synagogue. Ça doit être un pur hasard, que nous l'avons indiqué. Alors je crois que l'erreur que nous avons commise, et j'y reviens maintenant, est d'avoir absolument voulu laisser le bélier à l'est. Et évidemment, disons que monsieur Haeckel a parlé d'erreur tout à l'heure, la conformité de ce que nous avions trouvé dans les signes et de ce que nous avons placé jouait pas trop mal. Alors je crois que ça peut être intéressant, c'est que M. Jean-Charles Pichon a regardé ça. Je suis toujours l'empêcheur de tourner en rond. Mais j'en suis très heureux à regarder ça ce matin. J'ai été vraiment frappé. Regardez le journal, lisez-le en même temps que moi, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Commençons donc notre tour de ville par le bélier. Bon, ils ont décidé qu'ils commençaient par le bélier. Qui symbolise le jaillissement des forces brutes de la vie. Le bélier qui symbolise le jaillissement des forces brutes de la vie, la poussée indomptable des énergies neuves, le signe le plus masculin, où nous trouvons le jet d'eau, image faligure, etc. Or, tous ces signes, tout ce mot, quiconque a fait même un peu d'astrologie, c'est que ça ne concerne pas du tout le bélier, tout ça, mais ça concerne le Verseau. Tous les mots y sont. Jaillissement des forces brutes de la vie, poussée indomptable des énergies neuves, le signe du jet d'eau, je ne peux pas dire davantage, ça, bon. Et il est donc évident, c'est ici que se trouve la rive sportive du lac avec Genève Plage et la société nautique. Mais comme la définition au départ qui est donnée du bélier ne concerne pas le bélier, il s'envie que tout le signe ne peut pas être dans le bélier. Et remarquons que le lac est pour la ville une source de vie, que c'est de lui, du courant d'eau qu'il apporte, qu'elle tire son origine. Tout ça est tellement vrai que ça ne peut être que le Verseau. Tout cela ne peut concerner que le Verseau. Alors, si vous établissez le départ au Verseau, vous allez voir que
ça devient tout à fait différent naturellement. Ensuite, nous avons quoi? Là, nous avons eu l'eau qui jaillissait. Qu'est-ce qu'il va y avoir plus loin dans la deuxième section? Il va y avoir le parc des eaux vives, c'est ça. Évidemment, il y a l'eau. C'est le poisson, c'est le monde des poissons. Alors, ils le mettent dans le taureau. Ils le mettent dans le taureau, pourquoi? Parce qu'il y a de la végétation, il y a des verts pâturages, bon, évidemment, mais ce qui les a d'abord frappés, c'est qu'il y avait le parc des eaux vives. C'est donc bien l'eau qui les a frappés là, l'eau. Un problème aussi. Le zodiaque est inversé, Oui. c'est-à-dire que vous avez le bélier et à la place du taureau, vous devez avoir poisson. Et dans la place du poisson, vous devez avoir le taureau. C'est-à-dire qu'il faut suivre dans l'autre sens. le Ouais, et sens. sauf Non, mais la photo, en faisant la photo, ça arrive très souvent. Oui, Ils ont le négatif est C'est ça. juste et le positif est faux. c'est ça. Alors bon, enfin, on peut continuer, mais c'est quelquefois extraordinaire. Il y en a qui sont absolument extraordinaires. Par exemple, tous les signes qui sont ici dans les Gémeaux, tout ce qui caractérise ici le lieu donné aux Gémeaux, concerne le protestantisme Collège Calvin, inspiré par la justice, l'université, le printemps. Le printemps, c'est en effet là la planète du Bélier. Le protestantisme, la justice dans l'amour, dans le christianisme, ça a été le Bélier. L'université, la justice, l'ordre, l'organisation, c'est le Bélier, etc. L'hôpital, là c'est moins net, mais il y avait sans doute autre chose que l'hôpital dans cette section. Vous avez mis l'hôpital parce que vous pensiez au cancer. Ouais, c'est ça. En réalité, nous serions ici dans le taureau. Alors qu'est-ce qu'il y aurait ici? Il faudrait trouver ce qu'il y avait dans cette... Remarque que tu parles d'hôpital, mais tu parles aussi de la maternité. La maternité, c'est bien la mère, c'est bien le taureau, c'est bien la création, c'est bien la production. Mais alors, plus loin, ce que vous mettez sous le lion, après avoir précisé que c'est le lieu du théâtre, que c'est le lieu du jeu, c'est évidemment le signe du jeu, le signe du mime, le signe du spectacle, c'est les Gémeaux. C'est pas le lion qui est le signe du mime. Alors, nous sommes bien d'accord. Bon, alors, on va continuer. Ce que je voudrais ajouter, c'est que cette étude, bon, malgré l'erreur qui s'est produite, a eu un impact très très fort au niveau de nos lecteurs, dans le sens qu'ils ont compris que l'astrologie pouvait avoir d'autres applications que l'horoscopie, etc. Et je crois que c'est pour ça que je vous ai distribué le journal. Si certains l'ont pas, je le distribue avec plaisir, parce que nous voudrions reprendre cette étude, la compléter, la corriger, faire même peut-être plusieurs zodiaques, c'est-à-dire rechercher des dates historiques de Genève pour faire une combinaison beaucoup plus précise et meilleure. Et disons qu'en tant que rédacteur en chef, lors de la parution de la revue, puisque nous sommes en suspension pour l'instant, je me ferai un devoir de remettre ça à jour. On ne peut pas le laisser passer. Mais ce que je voulais dire aussi, bon, c'est pas une excuse, nous ne sommes pas des astrologues, nous avons traité ça parce que ça nous semblait important, bon, on a commis cette erreur, mais au moins elle a permis d'avoir des contacts très très riches et ça a vraiment passionné beaucoup de monde. Est-ce que les lecteurs se sont aperçus de Non, aucune personne nous a écrit pour relever ça, simplement qu'on nous a écrit pour nous dire qu'ils étaient intéressés, qu'il faudrait qu'on poursuive. Bon, le problème, c'est que si vous consultez cette revue, nous ne sommes pas des spécialistes d'astrologie, donc on touche beaucoup de domaines, peut-être un petit peu trop superficiellement, ce qui nous amène à ce genre d'erreur. Alors maintenant, ce qui me semble intéressant, M. Gouan, qui est plus ou moins à l'origine de ça, avait fait, lui, donc la position du zodiaque sur Paris, où ça présente moins de difficultés que sur Genève, disons la topographie du terrain avec le lac étant déjà assez pénible, il pourrait peut-être donner une meilleure illustration de ce qu'il y a eu sur Paris. Je reviendrai quand même sur l'histoire de Genève, parce qu'il ne faut pas critiquer sans savoir. Je suis chiant comme ça. Alors, je voudrais, à propos de... Je voudrais d'abord, j'ai pas eu le temps tout à l'heure,
pendant l'entretien de M. Ekel, j'avais annoncé que je pourrais éventuellement donner une explication du fait que les directions évolutives vont à l'envers. Alors s'il y a des gens qui s'intéressent, on pourra en parler tout à l'heure. Pour cette histoire des zodiaques des villes, on a eu une discussion avec notre collègue autrichien l'autre soir, qui a permis d'éclaircir un malentendu très important. Il ne s'agit pas de l'horoscope, c'est tout différent. On fait dans une ville, on fait l'horoscope de la fondation. Ça, c'est l'état du ciel au moment supposé de la fondation, de la signature d'une charte, etc. Bon, ça c'est une chose. Mais les orientations des fonctions, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est une propriété de l'espace. Tout l'espace est orienté, qu'il y ait des villes ou qu'il n'y en ait pas. Que vous soyez au sommet d'une montagne ou que vous soyez dans une ville, l'espace est toujours orienté. Et on ne va pas faire l'horoscope de fondation d'une montagne. Donc il faut faire bien attention, on ne parle pas de la même chose. Alors lorsqu'on fait des reproches en disant qu'il ne s'agit pas de l'horoscope de fondation, c'est pas la même chose. Il s'agit d'une orientation de l'espace. Et si nous pouvions faire l'horoscope de la fondation de Paris, il faudrait le superposer sur les orientations astrologiques et non pas chercher à dire que ce n'est pas compatible. Ça, c'est un premier point que je voudrais éclaircir. Il s'agit des orientations de l'espace et non pas de l'horoscope de la fondation. Ce n'est pas du tout la même chose, pour l'instant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à propos de savoir si le zodiaque tourne à l'envers ou à l'endroit, et qu'on ait inversé la photo ou pas, non, ça n'a pas de sens. Le zodiaque a le droit de tourner dans les deux sens. D'abord, c'est très simple, vous n'avez qu'à regarder votre main droite de sein. Si vous regardez le fœtus dans le ventre d'une femme, le zodiaque est imprimé dans un cercle si vous regardez de dos. Si vous regardez la femme de face, il tourne dans l'autre sens. Alors on ne va pas supprimer son dos. Donc discuter sur le zodiaque n'est pas le droit de tourner dans un sens et le droit de tourner dans un autre. À mon avis, ce n'est pas le problème. Ça, c'est le premier point. Ensuite, dans une orientation astrologique, il y a une ligne fondamentale, d'ailleurs j'ai été intéressé de la retrouver chez M. Ekel, c'est quand même la ligne verticale, la ligne nord-sud, qui correspond au milieu du ciel, c'est toujours nord-sud. Capricorne nord, cancer sud, ça c'est fixe. Et le problème sur lequel on peut discuter justement, qui est assez délicat, c'est de savoir s'il faut mettre le bélier à l'est ou à l'ouest. Et le petit peu d'expérience que j'ai, mais en fait c'est un sujet un peu marginal dans la recherche, c'est qu'il arrive qu'on puisse le mettre dans les deux sens. Alors il est évident que quand on met le bélier à l'est, on a l'impression que le zodiaque tourne à l'envers. Et moi quand j'étais à l'école, j'avais toujours un professeur de géographie qui mettait systématiquement les cartes avec le nord en bas, pour vous dire, je vais vous apprendre à pas toujours mettre le nord en haut. Et là c'est pareil, on devrait faire des zodiaques à l'envers pour déshabituer les astrologues à faire toujours tourner le zodiaque soi-disant dans le même sens. Ça c'est un premier point culturel. Ensuite, il faut placer le centre. Ce qui est important, c'est le centre. Et là, c'est un peu le problème qu'il y a eu avec Genève. Après que j'ai vu ça apparaître, j'avais téléphoné à Alain pour lui dire justement, moi, j'étais pas tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, je l'avais mis dans l'autre sens et je n'avais pas mis le centre au même endroit dans la première étude qu'on avait faite. Alors, je vais d'abord le faire sur Paris, parce que c'est assez clair sur Paris, étant donné que Paris, c'est plat, c'est rond, ça se dispose bien. Et on verra comment ça se tortille sur Genève, parce que Genève, il y a le lac qui écarte des signes, il y a le Jura qui tord le nord et qui le met à 45 degrés. Donc, ça change beaucoup. Très rapidement, sur Paris, le nord-sud, on a Capricorne, Cancer, et on a le bélier à l'est. Est-ce que ça se justifie? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Les fonctions de Paris se disposent avec le bélier à l'est. Parce qu'il y a un axe militaire où il y a l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la mort évidemment, où défilent les armées ennemies, l'Arc de Triomphe, l'avenue de la Grande Armée, le rond-point de la Défense, exactement de l'axe Scorpion. Alors tout ça nous définit le centre qui est un livre de la Cité, où il y a la statue de 4. Et le premier point, c'est qu'un centre doit être visible. Il n'y a pas de fonction. Justement, on viendra dans le Genève. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez à peu près comment ça se figure. La scène rentre dans un signe d'injection et sort dans un signe d'expression. Ce qui est important de voir, c'est que tout ce qui est étudiant, disons, études, enseignement, Gémeaux, c'est-à-dire la jeunesse
jeunesse, c'est-à-dire la Sorbonne, le quartier latin, la publication des livres, la cité universitaire en cette nouvelle, c'est évidemment tout ça dans le signe des Gémeaux. Et alors, l'intérêt d'une étude de ce genre, c'est de montrer que par sélection naturelle, les fonctions qui sont bien dans les secteurs avec lesquels ils sont en harmonie restent. Et celles qui n'y sont pas disparaissent ou subissent des sorts fâcheux ou sont déduites. Parce qu'il n'y a pas eu, comme le disait l'architecte, très malin astrologue qui ont fait ça s'est fait naturellement. Il y a une sélection qui fait que ce qui était bien placé est resté, ce qui était mal placé est parti, et petit à petit, comme ça ça s'est plus ou moins situé. Mais ça n'empêche qu'il y a des choses qui ne sont pas bien placées. Alors on peut prédire que ces choses-là, petit à petit, vont disparaître, ou que les cicatrices vont se faire, parce que rien n'empêche un architecte de mettre une fonction dans un secteur qui n'est pas la bonne. Il n'y a pas de loi. Et là, on verra qu'avec les temps, avec les siècles même, le bâtiment va s'effondrer, la chose va disparaître. Alors, on a des cas précis. C'est l'abattoir de la Villette dans le signe du Verseau, qui est évident qu'un abattoir n'étant pas son aise dans un signe de Verseau, il a été objet de scandale et il a finalement disparu. Nous avons un autre cas récent, c'est une université à Vincennes qui avait été mise dans le signe du Taureau. Alors, c'est pas un bon signe, alors vous savez qu'elle a eu pas mal de difficultés, mais alors c'est là où ce qui est parfait, c'est que l'homme restaure toujours la situation juste. L'homme a un pouvoir de restauration extraordinaire et magnifique. Alors, pour quand même sauver cette université dans le Taureau, on l'a spécialisée dans la sexologie. Alors, ça l'a fait survivre aussi dans le je passe rapidement sur la porte de Versailles dans Lyon, sur toutes les usines, la grosse industrie, les usines, évidemment la Bavière, ça c'est comme dit en cours, la tour Eiffel, le signe de l'ingénieur, Eiffel, les licences, le plaisir et les parcs dans la Boulogne, le parc est un ancien de Vénus ancienne. Je passe sur le Sacré-Cœur, Saint-Denis, tout ce qui est religieux, etc., élevé dans le signe du Capricorne. Ce matin, on a parlé du Sagittaire, j'ai signalé justement que les épiceries de luxe et différentes choses étaient hautes, etc. étaient dans cette région, la bourse dans le Capricorne, enfin, l'origine de la radio, les tenets de la radio en Verseau, le studio de Buchemont, on très bien, qui après s'est transporté dans le Trocadéro, signe de la Balance, dans la maison vraiment depuis tranquille, maintenant, pas de problème, parce que le pionnier a disparu. Les cimetières en poisson. Bon, en gros, voilà cette orientation. Et ça, on pourrait bien sûr la discuter en disant que c'est subjectif, qu'on a mis exprès des choses qui collaient dans les secteurs qui collaient. Je ne réfute pas cette objection. Je propose ça, les gens en font ce qu'ils veulent. Tout ce que je peux dire, c'est que sur le plan de l'architecture, c'est quand même des considérations qu'il faut tenir compte. Voilà un exemple. Alors maintenant, si on prend à Genève, oui, il y a quand même une part de subjectivité, mais il est très difficile d'éliminer le fait du Gémeaux quand même. C'est tellement extraordinaire, toute la partie du caractère du Gémeaux qui est dans le signe du Gémeaux. Avec le signe du Scorpion, c'est assez difficile à éliminer parce que c'est vieux. Enfin, je ne parle pas des choses récentes, je parle des choses qui ont des siècles. Parce que quand il faut regarder ces choses-là, il faut regarder les choses très anciennes, les choses que sur. Alors, un petit mot sur Genève. Moi, je n'étais pas d'accord sur le centre. Le centre doit être un endroit vide. Ici, c'est la statue, la place qui est devant la statue d'Henri IV. Et moi, j'avais proposé de le mettre à un endroit assez extraordinaire de Genève. C'est une place vide qui est carrée, qui a une propriété très étonnante, c'est que quand vous mettez dans cette place, où que se tourne votre regard, que ce soit devant, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas, il n'y a qu'une fonction, ce sont que des banques. C'est la place Bel-Air. Hein? Alors, et à ce moment-là, tout le quartier des banques tombe dans le Taureau. Donc la place Bel-Air, si vous voulez, sur le plan, se trouve par rapport au centre donc fixé là. Vous vous déplacez dans le signe du Bélier et vous avez, disons, 1 centimètre un peu au milieu du Bélier,
vous tombez sur un carré noir, là, en face de... où il y a une île, vous voyez, il y a le pont là, qui rejoint l'île, c'est juste en face, il y a un petit carré, c'est là la place Merlin. Alors, les signes c'est difficile de les faire égaux parce que Genève est extrêmement tordue au point de vue topographie, à cause du lac et du Jura. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est la direction verso. Parce que vous savez que quand on parle du Verseau, tout astrologue qui parle de Verseau cite la Croix-Rouge. Alors Genève, c'est le moment où j'avais parlé de la Croix-Rouge est-elle dans le Verseau? Et là, justement, dans ce zodiaque, le Verseau prend toutes les organisations internationales. Les Nations Unies, l'OMS, la Croix-Rouge, et même le CERN qui est juste un petit peu au bord, et en plus l'aérodrome.